Un jour, le monde entier fut plongé dans le chaos. La raison en était le méchant dragon Baratus, qui a conquis le monde. Les gens se sont battus du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu vaincre le méchant, et ont cessé d'espérer un miracle. Mais à ce moment-là, le chevalier Evangelina apparut. Elle est arrivée sur le dragon magique Kylonos. De plus, l'ange Michael est apparu pour la soutenir, qui lui a créé une épée depuis les nuages du paradis. Avec l'aide de cette épée, Evangelina a pu vaincre le démon dragon. Elle coupa Baratus en 7 morceaux. Cependant, avant de mourir, le dragon fut capable de prononcer une terrible malédiction. Il disait que quiconque récupérait un morceau de son âme recevrait un grand pouvoir, mais serait plongé dans un tourment sans fin. Et lorsque les 7 pièces seront réunies, il reviendra dans ce monde et détruira tous les êtres vivants. Le dragon sacré a pu empêcher Baratus. Il a lui-même détruit son âme pour empêcher le mal de revenir. En deuil pour son ami, Evangelina décide de créer en son honneur l'ordre des chevaliers de Kylonos, défenseurs du bien. Par la suite, ces chevaliers purent créer et mener à la prospérité le royaume de Kylonos. Et la courageuse Evangelina est devenue la première reine. Une voix joyeuse s'empressa d'ajouter qu'elle s'appelle aussi Evangelina. Les enfants qui entouraient la jeune fille écoutaient attentivement cette histoire passionnante. Mais un autre l'interrompit en disant qu'il avait déjà entendu 100 fois la similitude de ces noms, Eva et Evangelina. Appelant les gars à aller jouer, il a ajouté qu'à part la similitude des noms, les filles n'ont rien en commun, et le conteur n'a pas d'ange gardien. Ceux qui, il y a quelques minutes, écoutaient l'histoire la bouche ouverte, se sont levés, déçus, et ont vaqué à leurs occupations. Peu importe comment Ève leur a demandé de rester, c'était en vain. Elle a seulement réussi à dire qu'elle allait devenir chevalier de Kylonos, mais personne n'a entendu cela. Elle s'est tellement entraînée, voulant montrer ses talents d'épée, mais pas cette fois. Soudain, Ève entendit le son des cloches, différent de la sonnerie habituelle. Se précipitant vers l'endroit d'où venait le son, elle expira de soulagement. Parce que j'ai vu débarquer les chevaliers de Kylonos. À l'époque, personne ne savait qu'une terrifiante malédiction d'un dragon maléfique arrivait sur la paisible île de Delu. Et tous deux, portant les noms de héros de légendes anciennes, devront lui faire face, sans savoir ce qui les attend ensuite. En quelques minutes, la jetée est devenue si fréquentée qu'il était à peine possible de se faufiler parmi la foule. Tout le monde voulait rencontrer Lord Ailos et attendait son apparition. Quelqu'un a rapidement saisi l'héroïne par la main et l'a tirée hors de la foule. C'était Solo agité, qui s'intéressait à la raison pour laquelle son ami était en retard et avait l'air négligé. Des voix se firent entendre, saluant le Seigneur et la félicitant pour son retour. Les filles, ouvrant la bouche, regardèrent et admirèrent également, admirant une fois de plus sa beauté et son article. Ici, ils remarquèrent sur leur armure le signe d'un dragon avec une épée, et devinèrent qu'il ne s'agissait pas de chevaliers du mille, mais des chevaliers d'étincelles. Song-ryong. Eva s'est précipitée aussi vite qu'elle a pu pour chercher son ami Mick, mais elle n'a pu le trouver nulle part et a juré qu'il était toujours absent quand on avait besoin de lui. Sur la plage, elle a vu des filles regardant vers la mer et chuchotant, discutant de la beauté d'un homme. Diriguant son regard vers l'endroit où l'attention des autres était rivée, elle vit Mick émerger de la mer. Son ami était un homme grand, mince et blond, dont le sexe opposé était fou. En voyant son ami sur le rivage, il lui tapota joyeusement la tête, l'appelant Dotori. Sans hésiter, Eva a frappé de toutes ses forces le type qui se moquait d'elle. Incapable de contenir ses émotions, elle a crié qu'il manquait tout le plaisir, s'amuser et profiter de l'attention féminine. Pendant ce temps, le seigneur et les chevaliers de Kylonos arrivèrent à eux. Le jeune homme reconnut que les chevaliers Song-ryong n'étaient pas des invités fréquents dans leur ville insulaire. Les filles qui regardaient de côté enviaient l'héroïne, qui se tenait si près et communiquait avec l'objet de leur admiration que le gars lui-même semblait sincèrement ne pas voir ou comprendre
la raison de l'intérêt accru pour sa personne. Après avoir à nouveau tapoté la tête de sa petite amie pleine d'émotions, il a demandé à Dotori si elle le trouvait vraiment cool, ce à quoi elle s'est seulement une fois de plus indignée d'être appelée ainsi par elle. Mickey a ri et a dit qu'il avait quelques glands qu'il pouvait partager avec elle, ce qui a rendu la fille encore plus en colère. Outre le fait qu'elle détestait qu'on l'appelle Dorothy, elle était également irritée par le fait que Michael n'était pas impressionné par le fait qu'ils avaient l'occasion d'aller à une réunion de l'ordre dans la cathédrale. Eva a crié qu'à sa place, elle serait devenue depuis longtemps chevalier de Kylonos. Mais le gars a seulement souri et a dit qu'il n'aimait pas travailler. Après avoir passé toutes ces disputes, la jeune fille a tristement demandé pourquoi il étudiait l'escrime s'il ne voulait rien. Ce à quoi le gars l'a regardé dans les yeux et a répondu que c'était uniquement parce qu'elle lui avait demandé d'étudier avec elle. La jeune fille le tira en arrière, le pressant d'arrêter d'agir comme un renard rusé. Cela laissa Mickey sincèrement surpris. Voyant le malentendu dans ses yeux, Eva a dit que Salo dit cela à des moments où il sourit avec ses yeux. Et s'il y avait une autre fille à sa place, elle penserait qu'il flirte avec elle. Mais elle ne le pense pas. Seulement grâce au fait qu'ils sont amis depuis longtemps. Le gars a encore ri et a demandé amicalement ce qu'il devait faire avec ce vilain gland. Il s'avère que Dorothy veut dire gland. En partant, il a également ri de bonne humeur et a déclaré qu'il avait rassemblé plusieurs de ses frères dans la ruelle et qu'il ne les avait pas oubliés. Avec cette blague, Mickey a complètement mis en colère son bon vieil ami. Les enfants couraient dans la rue, s'imaginant comme des chevaliers et des héros. Eva, assise dans un café avec un ami, les regardait et ne comprenait pas pourquoi même les enfants voulaient devenir chevaliers, mais pas Michael. Elle était contrariée qu'il l'écoutait, mais maintenant, il était devenu un renard jusqu'à l'âme. Salo se leva d'un bond et pointa son doigt au loin, regardant dans cette direction. La jeune fille aperçut son ami dont elle venait de parler. Le gars, les remarquant encore une fois, souriant sournoisement, appela Eva par son nom ennuyeux. Et bien sûr, il a eu exactement la réaction à laquelle il s'attendait. Et une amie, le regardant, a demandé si Dorothy ne voyait pas vraiment le bonheur sur son visage, ce à quoi elle a entendu en réponse qu'il rayonnait toujours de bonheur chaque fois qu'elle le rencontrait. Apparemment, c'est à cause de ses fans. Ajoutant qu'aujourd'hui, lors d'une réunion, elle lui a tout dit sur le fait qu'il était un coureur de jupons et un renard rusé. Salo, déjà ému, sursauta, voulant savoir exactement ce que son ami avait dit à Mickey. En entendant qu'elle lui disait qu'il ressemblait à un renard rusé et qu'à sa place, n'importe quelle autre fille considérerait ce regard comme du flirt, son ami jura en la traitant d'imbécile. Eva, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, a commencé à dire qu'elle n'était pas idiote et qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler ainsi. Mais en réponse, elle a entendu que Michael ne fait une telle grimace que lorsqu'il est à côté d'elle. De surprise, l'héroïne resta sans voix et ne comprit pas où voulait en venir son amie. Mais elle a expliqué que Mick n'aime pas Eva en tant qu'amie. La couleur de l'embarras inonda son visage. Et la jeune fille ne pouvait pas comprendre quel sentiment elle éprouvait à ce moment-là. Elle se souvenait de son image et ne parvenait pas à croire ce qu'elle entendait. Ne comprenant pas qui elle voulait davantage convaincre, elle-même ou son amie, l'héroïne a commencé à dire que tout cela était probablement une blague, car quelqu'un comme elle ne pouvait pas plaire à Michael, mais a été interrompue par un geste indiquant de garder le silence. Quelques secondes plus tard, elle sentait déjà la main de quelqu'un sur son visage confus. En me retournant, j'ai vu celui dont il venait de parler. Le gars était joyeux comme toujours, souriant jusqu'aux oreilles, demandant de quoi il parlait. Salo s'empressa d'assurer qu'il ne s'agissait de rien d'important, juste de ses propres affaires de fille. Et Eva était prête à s'effondrer à cause de la récente découverte. Il n'y avait rien d'inhabituel dans le comportement de Mick. Auparavant, il n'a pas manqué l'occasion de taquiner Dorothy, en disant qu'il avait récupéré ses frères avec les pommes et lui avait proposé de partager, ce qui, comme prévu, a rendu la jeune fille furieuse. Mais à chaque fois, sa réaction ne faisait que le faire rire. Il lui tapota gentiment la tête, continuant à plaisanter, et leur ami commun les regardait,
et elle n'avait aucun doute sur l'exactitude de sa supposition. Le joyeux jeune homme a dit au revoir. En disant de ne pas veiller trop tard et en agitant la main, il est parti. Dès que le type fut hors de vue, Salo s'empressa de dire à son ami que Michael faisait encore une grimace de renard en regardant Eva. L'héroïne a commencé à prouver quelque chose. Mais l'interlocuteur l'a immédiatement interrompu avec ses questions et ses arguments, pour chacun desquels les souvenirs de Dorothy ont refait surface. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà vu Mickey s'inquiéter autant pour quelqu'un d'autre, elle a eu une photo de lui, en train de lui bander soigneusement les mains avant l'entraînement. L'avait-elle déjà vu se soucier de quelqu'un comme ça ? Elle se souvenait qu'il essayait toujours de lui donner à manger et de prendre soin d'elle. Et s'il était si heureux à côté de quelqu'un d'autre qu'elle, elle a aussi quelque chose à retenir. En résumé, Salo a rendu le verdict selon lequel, pour l'instant, le gars ne fait que jouer avec ses yeux, mais ne fait rien d'autre. Mais on ne sait pas combien de temps ces jeux dureront. Eva, ne voulant toujours pas admettre que Michael l'aimait bien, s'est mise complètement en colère, a frappé la table avec son poing et a commencé à crier qu'ils se connaissaient simplement depuis l'orphelinat et qu'ils étaient amis. Voyant une telle réaction, Salo demanda pourquoi la jeune fille ne voulait pas aller au-delà de l'amitié. Car, peu importe le nombre de chevaliers, il serait difficile de trouver quelqu'un comme Mickey. Un ami a exhorté la jeune fille à y réfléchir, car, en plus du fait que le jeune homme est beau, quoi qu'il arrive, il la soutient et l'aide toujours comme personne d'autre. Dorothy s'est souvenue de leur conversation d'aujourd'hui, dans laquelle il a admis qu'il pratiquait l'escrime uniquement parce qu'elle lui avait posé des questions à ce sujet. Il semble que quelque chose ait commencé à prendre forme dans sa tête. Voyant la confusion et la confusion sur le visage d'Eva, Salo lui conseilla d'écouter son cœur. Arrive le cours d'escrime, où l'héroïne s'entraîne toujours avec plaisir et réussit bien. Mais pas cette fois, où mes bras et mes jambes ont refusé d'obéir. Elle ne pouvait pas se concentrer à cause de ce que son ami lui avait dit récemment. Une fois la leçon terminée, le gars a dit que le Seigneur voulait la voir. Eva demanda avec surprise pourquoi le Seigneur pouvait s'intéresser à elle. Mais le jeune homme lui-même n'en était pas sûr, suggérant que cela avait à voir avec l'ordre des chevaliers. De quoi ravir complètement la jeune fille, qui rêve de rejoindre leur rang. Elle se précipita vers son rêve. Ne voyant personne sur son chemin, elle courut aussi vite qu'elle le pouvait. Bien sûr, elle voulait devenir chevalier. Mais d'un autre côté, elle avait encore tant de choses à apprendre et à apprendre. Et la voici à la porte du château. Quelques pas seulement la séparent d'un rendez-vous important. Prenant une inspiration, se rassurant sur le fait qu'elle avait tout donné pendant tout ce temps en cours d'escrime, elle ouvrit la porte. Devant elle se tenait une belle et majestueuse femme en uniforme. Yves s'inclina et s'approcha, disant que c'était un grand honneur pour elle de rencontrer à nouveau le Seigneur. En réponse, l'idole féminine a déclaré qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et a invité la jeune fille à s'asseoir. En regardant autour d'elle, l'héroïne demanda si le capitaine des chevaliers était là. Sa question resta sans réponse. Le Seigneur se servit pensivement du thé pour elle et son invité. Pour briser le silence imminent, Ève dit avec sympathie que le Seigneur devait être fatigué, car elle venait d'arriver et travaillait déjà. En réponse, elle a entendu dire qu'elle ne devrait pas se mettre en tête, d'autant plus que la fille a grandi et qu'il y a moins de soucis. Eva hocha joyeusement la tête et en profita pour la remercier d'avoir construit l'abri, sinon elle ne serait pas assise ici maintenant. En regardant la jeune héroïne, le Seigneur lui demanda quel âge elle avait. Dorothy n'avait pas moins de 17 ans. Le maître, regardant en arrière, a continué son discours sur la façon dont, à son âge, elle rêvait que le monde deviendrait un endroit bien meilleur. Écoutant chaque mot avec intérêt, la jeune fille ne comprenait pas encore où allait la conversation. Le chagrin apparut sur le visage du Seigneur. Elle dit que les chevaliers avaient encore beaucoup de problèmes, car faire face aux magiciens qui avaient absorbé les fragments du dragon maléfique était un chemin épineux. Yves croyait que tant que les chevaliers de Kailanos se battaient pour eux,
Aucune malédiction ne leur ferait peur. Mais tout s'est avéré pas aussi rose qu'il aurait pu le paraître de l'extérieur, comme la jeune fille l'apprenait maintenant. Il y avait tellement de douleur dans les yeux de cette femme qui semblait toujours inaccessible. Sa voix tremblait, mais elle continuait de dire que des centaines d'innocents meurent chaque jour, qu'ils ont déjà trop sacrifié. Elle se tourna et s'adressa à la jeune fille assise, lui disant qu'elle était au courant de son désir de devenir chevalier de Kailanos à l'avenir et d'aller défendre le monde, et que la jeune fille considérait probablement l'arrivée des chevaliers sur leur île comme une excellente opportunité de va avec eux. Eve a admis qu'elle y avait pensé. En réponse, elle entendit une voix douce et bienveillante, lui disant qu'il était trop tôt pour elle. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi il était si tôt. Elle était si peu talentueuse que, si elle s'entraînait tous les jours, elle ne deviendrait toujours pas chevalier. Le Seigneur lui expliqua soigneusement qu'il ne s'agissait pas d'une question de médiocrité, mais qu'elle était tout simplement trop jeune et qu'elle avait peur de l'emmener dans ce monde terrible. Dorothy éprouvait des sentiments mitigés. D'un côté, elle s'en souciait, mais de l'autre, il lui semblait que son rêve s'effondrait. Après s'être excusée, le Seigneur dit que la jeune fille n'était pas autorisée à y aller. Eva se réprimanda, se qualifiant d'imbécile naïve, espérant recevoir le titre de chevalier. Se souvenant que Michael avait déjà reçu une épée, elle devint encore plus discordante dans ses émotions, disant que ce n'était pas une question d'âge, mais qu'elle était simplement considérée comme trop faible et qu'elle ne pouvait donc pas recevoir son épée. Elle a juré qu'elle pourrait le supporter, qu'elle s'entraînerait longuement et durement, aussi longtemps qu'il le faudrait, pour que personne ne puisse douter de sa force. Elle a crié qu'elle finirait par devenir chevalier et sauver le monde, tout comme le voulait sa mère. Le Seigneur a écouté la jeune fille fragile mais déterminée, qui ne voulait pas abandonner son rêve, ajoutant que, si elle n'était pas acceptée dans l'ordre de Kailanos, elle était prête à devenir une simple guerrière pour sauver les gens. Ne comprenant pas comment convaincre Eva autrement, la femme éleva la voix, espérant qu'il l'entendrait, et dit que la jeune fille ne savait même pas combien de fois de si simples guerriers étaient envoyés à une mort certaine, avant même d'avoir eu le temps de sauver quelqu'un. Après avoir écouté jusqu'à la fin, l'héroïne a insisté sur le fait que dans ce cas, elle deviendra chevalier de Kailanos, peu importe avec ou sans l'aide du Seigneur. Elle ne va pas reculer devant le danger sur le chemin de son objectif. Captivée par une conversation animée, les dames ont entendu une voix d'homme félicitant la jeune fille pour son courage. La personne qui venait d'entrer s'est excusée pour son retard et s'est présentée comme étant Juvelius de Morgan. Il était le vice-capitaine des Sangryong Spark Knights, la 3e division des chevaliers du grand royaume de Kailanos. Puis il se tourna vers Eve, lui disant qu'il voulait s'assurer de la fermeté de ses intentions. Le maître n'était visiblement pas content de ce qui se passait. On ne peut pas en dire autant du personnage principal qui, interrogé par Juvelius, intéressé par son nom, a répondu sans hésitation qu'elle s'appelait Evangelina Delus. De Morgan a suggéré de tester sa force. La jeune fille, la bouche ouverte, écoutait chaque mot prononcé par l'homme et attendait qu'il lui annonce exactement comment il allait le faire. Le Seigneur, qui craignait toujours pour la jeune femme, demanda au vice-capitaine ce qu'il faisait. Il a expliqué sa position selon laquelle si Evangelina a du talent, alors ce serait une erreur de la laisser comme ça, et l'invite donc à venir au concours de demain pour recruter de nouveaux chevaliers. Ou si elle perd, elle ne dérangera plus jamais leur capitaine et laissera l'idée de chevalerie. Eva a accepté toutes les conditions et, s'inclinant à ses pieds, a sincèrement remercié Sir Juvelius pour cette opportunité. S'enfuyant, elle a joyeusement crié aux adultes restants dans le bureau qu'elle ne les laisserait pas tomber. Pendant un certain temps, ils restèrent stupéfaits par l'énergie des filles. Le Seigneur n'a toujours pas approuvé les actions de son adjoint. Mais il a répondu que ce rêve d'enfant ne devrait pas être rejeté comme ça. Tout le monde n'est pas si désireux de devenir chevalier de Kailanos. Incapable de contenir ses émotions, la capitaine a déclaré avec amertume que protéger les enfants sur ces terres était sa tâche directe. Sir de Morgan savait que le capitaine avait beaucoup de problèmes. Alors, il la remercia pour l'aide qu'elle avait apportée à leur équipe. Il a ajouté qu'il comprend très bien à quel point les choses qu'ils ont apportées avec eux
sont déplacés sur l'île. En réponse, il a entendu que le problème n'était pas la chose, mais la cupidité humaine. Le vice-capitaine a promis de quitter l'île dès que tous les préparatifs seraient terminés. La femme a prié pour que rien ne se passe avant cela. Seule la puissance de l'océan sans fin affaiblit temporairement l'influence du fragment. Alors laissez-le rester sur l'île de Delus le plus longtemps possible. Toute sa vie, le Seigneur a vécu côte à côte avec le danger, tout comme Ève. Que tout se passe bien cette fois. La bibliothèque était pleine de monde. La plupart d'entre eux étaient des filles qui ne quittaient pas le beau blond des yeux. Ignorant complètement cela, il a rappelé les paroles de sa petite amie, selon lesquelles ils avaient eu l'opportunité de rejoindre l'ordre des chevaliers. Avec elle, Mickey était prête à tout. Remarquant une foule de filles qui sortaient, un ami s'est approché avec un sourire et a dit que depuis que Michael a commencé à travailler à la bibliothèque, celle-ci est devenue incroyablement populaire. Il a également parlé à Mickey sans méfiance d'Eva, qui est allée à une réunion avec le maître et, peut-être, elle rejoindrait l'ordre des chevaliers. La nouvelle a choqué le jeune homme. Il s'est agité et a tenté d'en connaître les détails. Il a parlé du concours de demain auquel la jeune fille envisage de participer. Rêve-t-elle vraiment tellement de rejoindre les rangs des chevaliers qu'elle s'y rendra demain? Leur ami commun, même s'il ne croyait pas à la victoire de la jeune fille, admettait néanmoins que tout pouvait arriver. Initialement inquiet, Mick était sûr que le Seigneur n'enverrait jamais la fille au gland dans un endroit aussi dangereux, ce qui signifie qu'Eva restera ici pour toujours. Dotori s'est entraînée encore plus dur que d'habitude. Elle essayait de passer chaque minute utilement. Mais la voix incessante de Salo, lui disant que Michael l'aimait bien, ne lui permettait pas de se concentrer. Se tournant vers elle-même, elle lui demanda de se calmer et d'arrêter d'y penser pour l'instant. Mais encore et encore, ses pensées revenaient au gars. Et maintenant, elle se souvenait comment, lors d'une autre séance d'entraînement, Mika lui avait apporté une épée, disant que la vraie était trop lourde et peu pratique pour pratiquer les compétences, et qu'il en avait donc fabriqué une spéciale pour elle. Il remit soigneusement entre ses mains le cadeau qu'il avait fait de ses propres mains. C'est cette épée avec laquelle elle s'entraîne actuellement et qui lui a été offerte par un ami fidèle. Elle se souvenait également du moment où il lui apprenait à tenir correctement une arme. Tant de bonnes choses dans sa vie ont été associées à ce type. Et elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Levant les yeux, elle le trouva juste en face d'elle. Mick s'est assis et, comme d'habitude, a tapoté la tête de la fille, comme cela s'est produit lors de leur rencontre. Elle le regarda avec ses yeux sincères, remplis de larmes, et lui demanda s'il l'aimait vraiment. Il sourit en réponse, la traitant de stupide Dorothy. Soudain, l'endroit où le gars venait de se tenir était vide. Et Eva a continué à se gronder pour le fait que toutes ses pensées ne concernent désormais que lui. Il lui semble même là où il n'est pas. Et elle ne peut plus se concentrer maintenant sur autre chose. Craignant que toute cette incertitude ne l'empêche de remporter le concours, elle était déterminée à parler à Michael aujourd'hui. Mais de quoi devrait-elle lui parler exactement? Évidemment, vous devez lui demander s'il l'aime vraiment. Si la réponse est oui, alors demandez pourquoi. Mais il se peut qu'il réponde non. Et alors, que doit-elle faire? Se sentant un peu triste à cette dernière pensée, elle changea immédiatement de vitesse. En se convainquant que ce serait encore mieux, elle pourrait alors immédiatement s'entraîner sereinement. Alors, en pensée, elle arriva chez Mika, et on ne sait pas quoi faire ensuite. Elle ne peut pas frapper à la porte et poser la question qui l'inquiète. Elle s'est reprochée d'être venue ici et de ne pas savoir quoi faire ensuite. Puis la porte s'ouvrit, et Dorothy, qui était assise les coudes dessus, commença à tomber rapidement. Comme toujours, le même ami fidèle était à proximité. Il l'a rattrapée au vol, l'empêchant de tomber. Au début, il lui demanda ce qui l'avait amené à passer la nuit chez lui. Mais sentant l'odeur du parfum émanant d'elle, inhalant avec plaisir, il lui demanda pourquoi elle s'était parfumée aujourd'hui. Eva a immédiatement repoussé le gars et a commencé à nier l'utilisation de parfum, affirmant qu'elle venait de se laver. Souriant, Mickey répondit calmement. Cela veut dire qu'elle sent bon, comme toujours. Revoyant le regard du renard, la jeune fille, ne sachant pas comment se comporter,
décida de commencer à se plaindre du fait qu'elle était retenue sur le seuil, malgré le froid. Et repoussant le jeune homme avec agressivité, elle entra dans la maison à pas rapides. Après avoir repris un peu son souffle, Eva dit qu'elle aimait le vice-capitaine des chevaliers, Son Ryong, et que si tout se passait bien, elle pourrait alors les accompagner. Et étant donné que le maître a déjà donné à Michael sa propre épée, il a également un laissez-passer pour l'ordre des chevaliers, et elle aimerait qu'ils y aillent ensemble. Sa proposition a été accueillie par le silence. Puis, il a demandé si sa proposition était liée à ce que Salo avait dit. Il s'avère que Michael a entendu leur conversation et était déjà au courant de tout. Auparavant, Mick, toujours souriant, aujourd'hui c'était sérieux. Eva ne l'avait jamais vu comme ça. Il lui demandait pourquoi elle avait décidé qu'il accepterait de l'accompagner. Était-ce parce qu'il l'aimait bien? La jeune fille commença à secouer négativement la tête et expliqua que c'était juste une pensée, que ce serait bien pour eux de devenir chevaliers ensemble. Le gars s'est adouci en disant que cela ne le dérangeait pas d'aller défendre le monde, mais seulement pour son bien. Et elle, très probablement, se moquait simplement de lui et n'allait s'éloigner nulle part. Outrée par cette hypothèse, l'héroïne a crié qu'elle voulait vraiment qu'ils soient ensemble. Si tel était le cas, Mickey semblait vouloir vérifier la véracité des propos de la jeune fille et lui demanda s'il pouvait l'embrasser. Sa question est venue de manière extrêmement inattendue pour Eva. En regardant attentivement Michael, elle était consciente qu'il était différent des autres gars. Il était intelligent, gentil, beau. Il semblait qu'il n'avait aucun défaut. Evangelina hocha la tête affirmativement, ce qui surprit le jeune homme touché. Il la serra soigneusement et tendrement dans ses bras et embrassa celle dont il était amoureux depuis si longtemps et profondément. Le chevalier se souvenait des paroles qui lui avaient été prononcées afin qu'il ne se souvienne plus jamais de cette chose. Mais, ayant trouvé la boîte précieuse, il se mit à rire bruyamment. Comme enchanté, il a insisté sur le fait qu'il n'avait plus besoin du nom de famille Morgan, mais qu'il voulait plutôt acquérir un grand pouvoir. Saisissant l'objet désiré, il se précipita pour courir dans l'obscurité, mais trébucha sur une pierre, tomba et laissa tomber le précieux fardeau. Craignant que quelqu'un avant lui puisse utiliser le pouvoir caché à l'intérieur, il trouva un pavé sain et cassa la boîte. Après le premier baiser, Eva a demandé avec perplexité si c'était tout, ce qui a beaucoup fait rire Mickey. Il lui a demandé si elle voulait peut-être continuer, ou ce qui ne lui convenait pas. La jeune fille essaya de s'y opposer, mais le jeune homme, sans la laisser finir, l'embrassa de nouveau, passionnément. Et maintenant, ils étaient déjà seuls dans son lit. Mais Eva commença à dire que les amis ne pouvaient pas faire ça. Michael leur a suggéré de cesser d'être amis et de devenir un couple. À ce moment-là, il leur semblait qu'il n'y avait pas de personne plus heureuse au monde qu'eux. Soudain, ils furent aveuglés par une lumière vive venant de la fenêtre. Le gars a immédiatement demandé si tout allait bien avec sa petite amie actuelle. Elle, regardant par la fenêtre avec étonnement, n'a pas compris ce qu'était cette lumière insupportablement brillante. En regardant, il dit doucement que c'était la malédiction du dragon. En entendant parler de la malédiction du démon dragon, Ève se précipita dehors. Saisissant son épée, Mick se précipita après elle. Quelque chose de terrible et d'incompréhensible se passait. Essayant de comprendre, la jeune fille se précipita vers le feu flamboyant, mais fut retenue par la main forte de Michael. Elle a dit qu'il ne pouvait pas rester debout, sinon les habitants de l'île seraient en danger. Le personnage principal a essayé de raisonner la fille altruiste. Il a dit qu'elle n'avait même pas d'épée, qu'elle ne pouvait pas l'aider. S'il s'agit véritablement de la malédiction du dragon, alors ils ne peuvent rien faire seuls. Alors, la jeune fille doit courir vers les chevaliers et leur dire tout. D'accord avec lui, Evangelina courut au château, promettant à Michael de revenir. Mick se dirigea vers la direction d'où venait la lumière la plus brillante. Il a vu le chevalier qui a été touché par le rayon, mais dans l'obscurité, il a douté. Tirant son épée, il se rapprocha de l'homme qui était agenouillé, se couvrant le visage de ses mains. À ce moment-là, Eva avait atteint les portes du château et constatait que la place était occupée, malgré une heure si tardive. Tous les chevaliers étaient rassemblés,
menés par le Seigneur. En les voyant, Evangelina se mit à babiller que là, sur la colline près de la maison de Michael, le feu de la malédiction avait éclaté. Le vice-capitaine annonça un rassemblement général urgent, ordonnant à tout le monde de se déplacer vers la colline au-dessus du village. Les chevaliers sellèrent leurs chevaux et se préparèrent à partir, ordonnant à Ève de rester ici. La courageuse fille a supplié le capitaine, le persuadant de l'emmener avec lui, car elle a promis à Mick de revenir. Le Seigneur a compris qu'Evangelina ne resterait pas ici pour attendre les autres, et l'a donc assise à côté d'elle. Sur ordre, une escouade de chevaliers se précipita vers sa destination. Après s'être assuré qu'il y avait bien un chevalier devant lui, Mickey demanda si tout allait bien pour lui. À ce moment-là, une flamme de feu jaillit de la boîte, d'où émergeait une tête de dragon enflammée. Le feu a touché le gars qui se tenait à côté de lui. Il tomba au sol, et regardant ses mains blessées, ne voulut pas croire ce qui se passait. Se souvenant de sa bien-aimée, qui lui avait demandé de l'attendre, il était heureux qu'au moins elle ait réussi à s'échapper. Michael a fait de son mieux pour répondre à la demande d'Eva et l'a attendu, mais sentant que ses forces le quittaient, il a mentalement demandé pardon à sa bien-aimée de ne pas avoir attendu. Il gisait entouré de flammes, inconscient. L'escouade est arrivée chez Mick, mais tout le quartier était déjà en feu. Se précipitant à toute vitesse, Evangelina remarqua l'épée de Michael au sol. Elle réalisa que puisque l'arme gisait au sol sans son propriétaire, cela signifiait que quelque chose était arrivé à son ami. Sans hésitation, elle sauta de cheval et se mit à courir à la recherche de sa bien-aimée. La jeune fille a couru, sans prêter attention aux paroles des aînés lui demandant de revenir, la mettant en garde contre le danger. La seule chose à laquelle elle pensait à ce moment-là était de savoir comment retrouver Mick le plus rapidement possible et ne pas être en retard. C'est alors qu'elle aperçut le corps immobilisé d'un jeune homme au sol. Ni le feu qui brûlait autour, ni les cris du Seigneur, ni le fait de savoir que c'était dangereux là-bas ne pouvaient arrêter la jeune fille. Elle se précipita vers lui, mais les langues de flammes brûlantes et brillantes ne lui laissèrent pas passer, la brûlant de tous côtés. Il y avait une courte distance jusqu'au corps de Michael, mais il était incroyablement difficile de surmonter cette section. À mesure qu'elle s'approchait, elle pouvait déjà voir son visage, et il lui devenait insupportable de penser à quel point il était effrayé et douloureux. Elle sanglotait bruyamment, mais rien ne pouvait ramener la personne qui lui était chère. Voulant rester à côté de Mick au moins pendant un moment, elle s'allongea à côté de lui. Lui prenant la main, elle continua de s'allonger à côté de son bien-aimé et ne prêta pas attention au feu qui brûlait autour d'elle. Les chevaliers sont arrivés après la jeune fille, mais à ce moment-là, le feu avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Et ils ont vu le gars allongé et Ève pleurant sur lui. Toujours forte et persistante, Evangelina ne pouvait retenir ses larmes et sa douleur. Elle se rappelait à quel point ils étaient heureux ce soir-là, s'avouant leurs sentiments et faisant des projets pour l'avenir. Le Seigneur ne quitta pas une minute le lit de la jeune fille, inconsciente. Le vice-capitaine, qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, ne pouvait pas non plus rester indifférent à ce qui était arrivé à la fille fragile, mais si courageuse, et à son petit ami. Le maître, sans se retourner, demanda s'il savait ce qui arrive aux enfants dont les parents brûlent vifs dans de tels incendies. Mais voyant que Morgane ne pouvait pas répondre, elle continua que ces enfants sont tout simplement oubliés, que tout le monde ne s'intéresse qu'à retrouver les fragments et à neutraliser leur pouvoir, et que personne ne se soucie de la masse d'enfants orphelins dont les parents sont morts dans le processus. Et ce sont ces enfants qui finissent dans un orphelinat sur cette île. Peu importe la façon dont De Morgan s'est excusé, affirmant qu'il n'avait pas prévu cela, rien ne pouvait adoucir la femme capitaine. Elle était bouleversée par la simplicité avec laquelle la vie des gens et des enfants était perçue dans la poursuite de l'objectif principal. Mais Evangelina n'est pas une fille ordinaire. C'est elle qui a transpercé le cœur de tous sur cette île avec son amour et sa gentillesse. Le chevalier continua de s'excuser, mais en le regardant,
Il était évident qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre et à ressentir toute la profondeur et le sens. Et c'est pourquoi le Seigneur, incapable de contenir ses émotions, a giflé son interlocuteur, le traitant de bave sans âme et disant que tout était de sa faute. Ne s'y attendant évidemment pas, l'homme a promis qu'il expirait sa culpabilité et était prêt à tout pour cela. À la question directe du capitaine s'il était prêt à mentir à son maître Rachidel, il répondit par l'affirmative. Puis elle a ordonné de ne parler d'Evangelina à personne. Selon leur version, il faudrait que seul Michael soit dans le feu maudit. Voyant la confusion sur le visage du vice-capitaine, elle dit sèchement qu'il s'agissait d'un ordre et qu'il n'en avait pas été discuté. Ouvrant la porte et faisant comprendre que leur conversation était terminée, le Seigneur ajouta que son adjoint était également obligé de forcer tous les autres chevaliers à garder le silence sur ce qui s'était passé. Conscient de sa culpabilité, mais n'approuvant pas l'ordre, Morgane partit. La femme est retournée au lit, où Eva était toujours inconsciente, et a continué à s'asseoir à côté d'elle. Regardant par la fenêtre, elle dit tranquillement qu'elle avait tenu sa promesse, s'adressant à une certaine Renola. Lord Alos a plongé dans les souvenirs. Il y a 17 ans, sur cette même île de Délus, des jeunes filles en uniforme recevaient le prochain navire. De nombreuses personnes en sont sorties sur la jetée. Tous étaient des réfugiés qu'Ailosa était prête à accepter sur l'île. Même alors, malgré son jeune âge, elle était responsable et essayait de servir le monde. Elle a obtenu cette île après la mort de Darion, mais elle a décidé que Délus n'était pas sa propriété, mais son devoir. Et maintenant qu'elle a des connaissances et du temps, elle doit consacrer sa vie aux autres. Soudain, un grand cri d'enfant a été entendu, et les filles se sont retournées et ont vu une jeune femme avec un enfant dans les bras qui descendait du navire. L'enfant criait à plein poumon, rougissant de douleur, et rien ne parvenait à le calmer. Ailosa s'est approchée et a pris le paquet doux et moelleux qui pleurait. La mère a crié et a exigé que sa fille lui soit rendue, affirmant qu'il n'avait pas le droit de lui retirer son enfant. Mais ensuite, elle a entendu que les pleurs avaient été remplacés par le rire sonore de son bébé, et que la fille qui tenait l'enfant dans ses bras était douce et attentionnée. La jeune mère réalisa qu'il ne voulait pas de mal à elle et à sa fille, et donc, fatiguée, elle s'assit par terre devant le Seigneur. Les filles sont venues au château. Le capitaine a regardé attentivement la nouvelle arrivée, et elle, à son tour, n'a pas osé lever les yeux. Rampant le silence, le maître reprocha à Renola d'avoir osé venir ici le chevalier qui avait trahi sa patrie. La jeune femme a commencé à s'opposer avec amertume, disant qu'elle ne voulait trahir personne et s'enfuir, mais que de nombreux événements se sont produits et qu'elle a commis une erreur. Le chevalier écoutait attentivement et observait la jeune fille. Elle croyait en son sincère repentir. Renola a partagé sa crainte que si quelqu'un découvrait qu'elle était ici avec sa fille, des ennuis pourraient commencer. Ailosa s'est approchée et a demandé pourquoi, si elle voulait vraiment protéger sa fille, elle continuait à se comporter avec autant de négligence. Elle l'a encouragée à être forte pour le bien de l'enfant. La jeune fille a tout compris et a supplié d'être acceptée. Elle a promis que si elle recevait de l'aide, elle changerait définitivement et consacrerait sa vie à sa fille. Le maître avait peur d'une rébellion sur l'île, mais en même temps, elle comprit que l'avenir de ces deux personnes dépendait d'elle. Alors, elle promit de l'aider, mais à une condition. Renola avait de l'espoir et a déclaré sans aucun doute qu'elle était d'accord avec tout. La jeune fille devait promettre au Seigneur que personne ne saurait jamais qu'elle était chevalier, pas même sa fille. À son tour, elle a promis de protéger son enfant de toutes ses forces si celui-ci tenait parole. Renola a tenu sa promesse jusqu'au bout, et Ailosa a tenu la sienne. Yves, inconsciente, vit l'image de sa mère qui s'éloignait en la quittant. Elle courut après elle, lui tendit les bras, mais sa mère se contenta de s'éloigner. Peu à peu, son image commença à s'effondrer et à disparaître. Les terribles images ont cédé la place à d'autres dans lesquelles elle retrouve Mick et le supplie de reprendre ses esprits et de repartir de là. Soudain, il ouvrit les yeux et la regarda. À ce moment, en criant son nom,
Evangelina s'est réveillée. Le Seigneur, qui partait chercher de l'eau pour une compresse, se précipita effrayé vers la victime. En voyant la femme, Eva a demandé avec enthousiasme où était Michael et s'il était vivant. Silencieusement, Ailosa serra la jeune fille dans ses bras. Prenant cela comme une mauvaise nouvelle, les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Elle s'accrocha à la femme qui avait toujours été gentille avec elle et lui demanda en s'excusant de ne pas la quitter. Ressentant et partageant toute la douleur d'Eva, le maître la rassura en lui disant que la courageuse fille n'était responsable de rien. Et puis, la regardant droit dans les yeux, elle lui dit que Michael était vivant. Malgré sa faiblesse physique, Evangelina sauta du lit et maintenant, il se tenait déjà à la porte de la chambre où se trouvait maintenant Mick. En se souvenant de la façon dont elle l'avait trouvé étendu au sol dans les flammes, elle comprit qu'il était probablement complètement brûlé. Prenant une inspiration, l'héroïne se dirigea lentement vers la porte. Avant de s'approcher du lit, elle s'est promis de l'aimer, peu importe en quoi le feu le transformerait. Les yeux fermés, Eva s'approcha du lit de son amant. Elle avait peur de ce qu'elle allait voir. Le Seigneur était là pendant tout ce temps, soutenant la pauvre fille. Elle lui a demandé d'être courageuse. La fille a ouvert les yeux et a regardé le menteur. Son regard tomba sur son visage, qui avait toujours les mêmes beaux sourcils épais, et ses cheveux blonds étaient également comme d'habitude. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Incapable de le comprendre, elle s'est précipitée vers la femme, lui demandant comment il n'avait pas brûlé, car elle l'avait vu en feu de ses propres yeux. Le magister expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire. La flamme prenait l'énergie d'un artefact magique maudit. Avec l'aide des maîtres de l'eau, ils réussirent à stabiliser l'énergie du feu en lui. En écoutant l'histoire, Eva ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle pensait qu'elle avait perdu Michael pour toujours. Des larmes coulaient à nouveau de ses yeux. Mais maintenant, c'étaient des larmes de joie que son bien-aimé soit en vie. Le Seigneur a continué en disant qu'il n'était pas du tout blessé physiquement, mais qu'il le surveillerait. À la tête du lit se trouvait l'épée de Mika, que lui avait remise personnellement le maître. Prenant l'épée dans ses mains, l'héroïne se souvint de son ami, toujours prêt à affronter le danger. Elle ne pouvait se pardonner de le laisser seul. Désormais, elle n'a pas l'intention de le quitter. En lui touchant la tête, Ève constata que la chaleur persistait encore. Elle s'allongea à côté de lui, sans le quitter des yeux, le regardant, attendant qu'il se réveille enfin. Elle est restée à côté de son amant toute la nuit, sans dormir un clin d'œil. Mais dès qu'il s'est épanoui, la jeune fille, ne remarquant personne sur son chemin, a rapidement couru quelque part. Quelques minutes plus tard, elle était déjà dans la bibliothèque, choisissant avec enthousiasme un livre à lire à Michael. Ayant trouvé celui qui lui convenait, elle ne perdit pas de temps et revint en courant. Se précipitant dans les appartements de Mick, essayant de reprendre son souffle, elle entendit une voix. Son amant était assis sur le lit et souriant, comme d'habitude. Il se moquait de la jeune fille essoufflée, disant que bien avant son apparition, il l'avait entendue courir à une vitesse vertigineuse. Cette fois, Eva n'était pas en colère contre ses plaisanteries. Lorsqu'elle s'est approchée de lui, elle a dit à quel point elle avait eu peur lorsqu'elle pensait qu'il ne se reverrait plus jamais. Le gars a essayé d'en rire. Il a souri et a dit à quel point c'était mignon. Il essuya soigneusement les larmes de son visage. Mais la jeune fille n'arrivait pas à se calmer. Elle se jeta à son cou et continua de pleurer, le serrant fort dans ses bras. Mick pressa doucement la jeune fille, toujours aussi forte et indépendante. Maintenant, elle était si vulnérable. Soudain, elle parla d'un ton sérieux, disant qu'elle ne pourrait aller nulle part maintenant, comme il l'avait prévu, parce que quelque chose s'était passé et qu'il ne la laisserait pas partir. Ne s'attendant pas à un tel tournant, le jeune homme est devenu triste, et pour le soutenir, Eva a ri joyeusement, lui a tapoté l'épaule et lui a demandé de rendre son expression faciale plus joyeuse, car la vie n'était pas encore finie. Maintenant, Michael a pris la parole. Il a dit qu'il avait changé d'avis et qu'il allait naviguer vers la capitale. La surprise de la jeune fille ne connaissait pas de limite. Mick a dit que les chevaliers allaient bientôt s'éloigner et qu'il les accompagnerait,
où il serait initié à l'ordre. Comment se fait-il que celle qui n'a jamais voulu devenir chevalier ait changé d'avis maintenant qu'elle ne peut plus naviguer avec lui, comme elle en rêvait auparavant? Michael a déjà reçu sa propre épée, mais personne ne sait quand Ève pourra recevoir son arme et les rejoindre. Le gars a admis qu'il aimerait que sa bien-aimée s'enfuie avec lui. Incapable de cacher ses sentiments, la jeune fille lui a demandé doucement s'il partirait si elle restait sur l'île. Ce à quoi j'ai reçu une réponse affirmative. L'héroïne retourna dans sa chambre, où elle se trouvait après l'incident, et commença à emballer ses affaires, ce que le Seigneur la trouva en train de faire. La femme a exhorté à ne pas se précipiter, convaincue que tout a son heure et que la vie continue. Ne voulant pas contrarier le maître qui était si gentil avec elle, Eva a dit que tout allait bien. Elle a compris que Michael avait du talent et avait le droit de naviguer jusqu'à la ville. Mais pourquoi alors, comprenant tout cela, elle ne pouvait pas le féliciter sincèrement? Demanda cette question à la jeune fille, qui avait encore les larmes aux yeux. La réponse était évidente. Elle ne voulait pas se séparer de lui. Elle avait peur qu'ils ne se reverront plus jamais. Espérant qu'Evangelina changerait d'avis, le Seigneur lui demanda une fois de plus si elle avait définitivement décidé et était prête à rentrer chez elle. En souriant, la jeune fille a déclaré qu'elle avait tout décidé elle-même. Puis le capitaine devint sérieux et demanda si Eva se souvenait de leur conversation. L'héroïne a rapidement commencé à bavarder, racontant l'histoire qu'ils avaient inventée pour les autres, selon laquelle ce soir-là, l'un des chevaliers avait accidentellement mis le feu à la poudre à canon et une explosion s'était produite, et Michael avait tenté d'arrêter le feu et avait été grièvement blessé. Il est parti pour se faire soigner. Devenant encore plus strict, Ailosa a déclaré que la jeune fille avait oublié la chose la plus importante: ne jamais dire la vérité à Salo. En lui disant au revoir, le maître a demandé à sa pupille de se reposer davantage et de ne pas trop s'entraîner jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Dans le même temps, Mick a rappelé leur récente conversation avec le Seigneur, dont il a appris la chose terrible qu'il est presque impossible de se débarrasser de cette malédiction. Il a refusé d'y croire, s'est montré du doigt et a dit qu'il était tout à fait normal. Restant calme, la femme a dit qu'elle aussi aurait pensé la même chose que lui si elle n'avait pas elle-même subi la malédiction, et qu'elle était donc sûre que tout n'allait pas bien pour lui. Le gars en a entendu parler pour la première fois et a demandé à m'en dire plus. Lord Ailosa a raconté combien d'années auparavant, son mari Darian, qui était l'ancien maître, est mort de la même malédiction. Et à ce jour, personne ne connaît les détails de sa mort. Il fut maudit par le même dragon. Au début, tout allait bien. Le fragment de l'âme du dragon était caché sur leur île. Mais lorsque le sceau de la malédiction fut brisé, le mari d'Ailosa fut consumé par la malédiction du dragon maléfique. Au début, elle crut que son salut était un miracle, parce qu'il est sorti de l'incendie en parfaite santé et indemne, ce qui a rendu sa femme incroyablement heureuse. Mais tout s'est avéré moins heureux. Et un peu plus tard, la malédiction a commencé à faire effet. Il a dû se rendre dans la capitale pour se faire soigner. Et à son retour, il était déjà mort. Michael, après avoir écouté la triste histoire, a commencé à crier qu'il s'est avéré qu'il mourrait aussi. Le maître a essayé d'être convaincant en disant que s'il suivait un traitement en ville, tout ira bien. Le gars ne croyait pas à une issue heureuse. Et c'est pourquoi il a crié, se demandant d'où le Seigneur tirait une telle confiance si son mari mourait de toute façon. La femme comprenait bien les sentiments du jeune homme. Elle ne pouvait pas le forcer à partir, mais elle ne pouvait pas non plus se permettre de mettre en danger les habitants de Delu. Et puis, le regardant droit dans les yeux, elle lui demanda s'il voulait vraiment rester et mettre toute l'île en danger, car personne ne pouvait le contrôler ici. Il se souvenait d'Eva, qui était la personne la plus chère pour lui, et pour elle, il était prêt à partir. Ailosa a déclaré que près de 20 ans se sont écoulés depuis la mort de son mari. La médecine a commencé à étudier la malédiction et à la traiter. Il y a donc une chance de guérison. Michael a accepté de se rendre dans la capitale, mais à condition qu'Ève ne découvre pas qu'il était transformé en monstre. Il a demandé à garder cela secret jusqu'à ce qu'il soit guéri,
et redevienne une personne normale. Les souvenirs lui faisaient une douleur insupportable. Il se leva d'un bond et cassa un vase de fleurs posé sur la table de nuit. Le héros ne se reconnaît pas. Comme s'il ne remarquait pas l'effradement, il a rampé sur le sol, se coupant les jambes et ensanglanté. À maintes reprises, il a demandé à Ave de lui pardonner. Il frappa le verre avec ses poings, s'infligeant des blessures. Mais aucune douleur physique ne pouvait être comparée à ce qui se passait maintenant dans son âme. Ailosa et ses assistantes accoururent au bruit. Michael cria qu'il ferait mieux de le tuer, car s'il ne pouvait pas aider dans la capitale, il se transformerait en monstre. Il a dit qu'il préférait mourir, plutôt que de laisser Ève le voir comme un monstre. Dès l'arrivée du vice-capitaine de Morgan, le seigneur ordonna d'éloigner d'urgence le jeune homme de l'île. Malgré la demande du maître de prendre soin d'elle jusqu'à sa guérison, Evangelina s'est entraînée sans se ménager. Il lui fallait recevoir la commande au plus vite et rejoindre Mick. Salo, qui regardait de côté, a apporté de l'eau à son amie pour qu'elle ne perde pas connaissance sous la chaleur. Après avoir étanché sa soif avec plaisir, Eva regarda la jeune fille qui ne s'était pas approchée et réalisa qu'elle était venue pour une raison. Salo rapporte la nouvelle qu'elle a apprise d'un ami, selon laquelle demain, Michael et les chevaliers s'en vont. Bien sûr, l'héroïne était au courant du départ de son ami, mais ne s'attendait pas à ce que cela se produise si tôt. En regardant Eva bouleversée, l'amie lui a demandé si elle irait voir Mick. Le personnage principal a décidé de ne pas y aller, de peur de ne pas pouvoir se retenir lors de la réunion. Elle essuya ses larmes et dit joyeusement qu'il se reverrait bientôt, car elle envisageait de devenir elle-même chevalier dans un avenir proche et de naviguer vers la ville. Le lendemain matin arriva, et le navire, ainsi que ses passagers, étaient déjà prêts à partir. Malgré les paroles d'Eva, Salo était toujours sûr que la jeune fille viendrait dire au revoir à sa meilleure amie. Le seigneur a suggéré que Michael se rende déjà au bateau. L'ami qui l'avait accompagné lui souhaitait de revenir rapidement, étant le chevalier le plus cool de Kailanos. Le maître le bénit et lui dit que tout dépendrait de lui. Essayant de ne pas montrer sa douleur et sa tristesse, Mick se dirigea vers le navire, se tournant une dernière fois vers ceux qui restaient sur le quai. Prenant ses affaires, il poursuivit son chemin d'un pas décisif. Soudain, quelqu'un lui saisit la main. Il se retourna et vit Ève. La sueur coulait de son visage. Elle courait si fort et si vite, craignant d'être en retard. Mick, ayant perdu tout espoir de se revoir, se contenta de dire doucement qu'il était sûr que Dorothy avait décidé de le quitter sans au revoir. Après quoi, il se dirigea silencieusement vers le navire. Debout sur le pont du navire au départ, Michael entendit Evangelina lui crier pour qu'il ne pense pas à revenir ici. Il était confus, ne comprenant pas pourquoi elle avait fait cela. Mais ensuite, il entendit d'autres mots, dans lesquels elle jurait de devenir chevalier et de le retrouver dans la ville, afin qu'il n'ait pas l'idée de retourner sur l'île. En regardant le navire s'éloigner, la courageuse jeune fille a seulement prié pour que Mick l'attende. 3 ans se sont écoulés depuis que le navire avec les chevaliers et Michael a appareillé de l'île de Lu. Eva est restée la même, gentille, agile et joyeuse. Elle ne refusait jamais les gens lorsqu'ils l'approchaient. Et maintenant, portant un gâteau et des fleurs au château à la demande des ouvriers, elle traversait la place et entendait tout le long du chemin le bruit des glands tombant au sol. Se souvenant de son amie, elle lui dit mentalement que toute l'île attendait avec impatience les prochaines vacances d'Evangelina. Tous les habitants de l'île sont venus la féliciter. Il y avait tellement de problèmes, il n'y avait même pas le temps de s'asseoir. Salo se précipitait vers elle, en tenue de fête. Elle se tourna devant l'héroïne, lui demandant comment était la tenue de son amie. Eva était en colère, parce que même son amie intervenait et la distrayait. La jeune fille élégante n'a pas abandonné. Criant après le départ de Dorothy, elle a dit qu'elle devrait venir au festival, car sa première apparition officielle avec Jude, qui est le cousin du chef de la ville, aurait lieu là-bas. Voyant que l'interlocuteur ne réagissait en rien à ses propos, elle continua tout de même qu'Eva devait simplement être à côté d'elle et parler constamment de la beauté de Salo devant son petit ami. Sur la table de Dorothy,
Il y avait un bol rempli de glands. Avec l'aide d'eux, c'était comme si elle avait une connexion invisible avec Mick. Se retrouvant enfin chez elle en silence, la jeune fille a eu l'occasion d'écrire une lettre à une personne chère. Michael lui manquait de tout son cœur. Elle se demandait comment son sort s'était passé. Mais aujourd'hui, elle a décidé que cette lettre serait la dernière. Eva lui a envoyé de nombreuses lettres, mais elle n'a reçu de réponse à aucune d'entre elles. Dans ce dernier message, elle lui a dit au revoir, lui souhaitant du bonheur et ajoutant qu'elle attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Après avoir déposé la lettre dans la boîte aux lettres, la jeune fille a continué à accomplir ses tâches. Le maître, la voyant, remarqua qu'elle, comme toujours, travaille plus dur que quiconque. Après quoi, elle changea de sujet et demanda s'il était vrai qu'Evangelina se rendait à la capitale au printemps. Ce à quoi j'ai reçu une réponse affirmative. Sans lever les yeux de son travail, Ailosa, avec gentillesse dans la voix, dit que si Eva décidait de quelque chose, alors rien ne pourrait l'arrêter, pas même l'absence d'épée. Faisant semblant d'être pensif, le Seigneur dit tranquillement que c'était dommage, car, à part Evangelina, il n'y avait aucun candidat approprié pour recevoir l'épée qu'il envisageait de remettre. Laissant tomber un bouquet de roses jaunes de surprise, la jeune fille demanda s'il voulait vraiment lui donner l'épée tant attendue. Et sans attendre de réponse, elle se précipita pour serrer sa patronne dans ses bras. Lorsque l'heureuse héroïne libéra la femme de son étreinte, elle dit que l'arme serait prête pour l'hiver, afin qu'au printemps, Ève puisse l'emmener en ville. Dorothy rit et n'arrêta pas de remercier le Seigneur. La jeune fille heureuse a couru vers son professeur, qui s'appelait d'ailleurs également Eva. Elle avait hâte de lui annoncer la nouvelle la plus importante. Souriant mystérieusement, la professeure dit qu'elle irait probablement dans la capitale avec Gideon, et c'était si gentil. Le personnage principal, ému, a demandé à haute voix d'où venait l'idée qu'ils devaient aller ensemble. Voyant que l'homonyme ne comprenait pas les indices, l'enseignant a demandé ce qu'Eva pensait. Pourquoi le gars est resté jusqu'à la nuit et a aidé Dorothy avec la formation? Ce à quoi elle a reçu l'hypothèse de l'interlocuteur qu'il avait fait cela par gentillesse. Celui dont il parlait est venu et a demandé si Eva allait sur la place la nuit. Ayant dit qu'il y avait rendez-vous, il m'a proposé d'y aller ensemble. Le mentor, en riant, a poussé la fille et s'est tourné vers le gars en lui disant qu'il était à l'heure et que ce serait formidable s'il accompagnait Eva. Le jeune homme a été un peu surpris d'apprendre que le personnage principal s'appelait également Eva, comme sa collègue. Le gars a dû attendre qu'Evangelina change de vêtements pour les vacances. Elle s'est excusée de l'avoir fait attendre. Mais Gideon, regardant son compagnon avec admiration, lui répondit poliment qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Eva était un peu gênée, et après avoir dit qu'elle avait trouvé une telle robe, elle lui a demandé si elle avait l'air bien dedans. Et en entendant qu'elle était incroyablement belle, elle est devenue encore plus gênée. En chemin, le gars s'est timidement tourné vers la fille, se demandant si elle aimerait danser avec lui aujourd'hui. Captivés par la conversation, ils n'ont pas remarqué l'observateur qui les observait au coin de la rue. Eva a demandé pardon, disant qu'elle avait prévu de se promener aujourd'hui. Ayant accepté dignement le refus, le jeune homme a demandé si Michael était l'une des raisons de son refus et de son voyage en ville. La jeune fille n'a pas nié ce fait, mais a ajouté qu'elle n'y allait pas seulement à cause de Mick. Gideon aimait beaucoup cette gentille fille. Mais voyant son attitude sérieuse envers Michael, il décida de l'aider et exprima son opinion selon laquelle, probablement, elle ne devrait pas aller dans la capitale à la recherche d'un ami, mais dans sa ville natale. L'héroïne ne parvenait pas à saisir l'essence qu'Yves essaya de lui transmettre. Par conséquent, a poursuivi le jeune homme, son idée était que le gars ne répond pas aux lettres parce qu'il n'est pas physiquement là où elles viennent, et logiquement, il pourrait être dans sa ville natale, sinon, où pourrait-il être ailleurs? À partir de cette hypothèse, la jeune fille commença à espérer que le cher Mick ne l'avait pas oubliée, mais n'avait tout simplement pas reçu de nouvelles d'elle et ne lui avait donc pas répondu. Elle était heureuse comme une enfant, remerciant son compagnon de voyage. En regardant l'heureuse Ève,
Gideon était également heureux de pouvoir l'aider. Il y avait une fête sur la place. Les gens écoutaient de la musique et dansaient. Yves était dans ses pensées lorsqu'elle entendit une chanson que les enfants chantaient en jouant au chevalier. La chanson parlait d'Evangelina, qui a combattu un dragon maléfique, et Michael lui a créé une épée à partir des nuages célestes, avec laquelle elle a percé le cœur du dragon, et maintenant, la paix règne sur la Terre sainte. Son calme et sa tranquillité furent interrompus par Salo, qui appela bruyamment tout le monde à féliciter son amie qu'elle recevrait une épée du maître. Même si Eva connaissait depuis longtemps la capacité de la jeune fille à découvrir et à diffuser des nouvelles avant tout le monde, cela la surprenait à chaque fois. L'excentrique Salo a donné des conseils pour que le futur chevalier Evangelina cesse d'attendre ce Michael sans cervelle et commence à rencontrer de jolis chevaliers dans la capitale. Eva se sentait triste à cause de telles conversations. Pour désamorcer la situation, le bavard a commencé à dire avec désinvolture que même si Mick était beau, personne ne se souvenait de ce qu'il était, blond ou brun, et il ne se souvenait même pas de la couleur de ses yeux. Interrompant le monologue de son interlocuteur, le personnage principal, sans réfléchir une minute, dit qu'il était blond et que ses yeux étaient de couleur azur. Son regard devint doux du souvenir de sa bien-aimée. La célébration a été interrompue par un bruit fort, semblable au tonnerre, mais beaucoup plus fort. Yves regarda les carillons de feu au-dessus du château et se souvint que ce soir-là, il y avait la même lumière. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, elle courut chercher son épée au cas où. Changeant rapidement de vêtements et prenant son arme, la jeune fille courut en arrière. En chemin, elle aperçut des mares de sang. Et puis, un mentor excité qui a couru à sa rencontre. Elle raconta que le magicien leur avait lancé une malédiction. Cependant, Yves a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une malédiction, mais qu'ils étaient attaqués. Un instant, et l'île des vacances plongeait dans l'obscurité. Les gens sont morts les uns après les autres. Gideon était également pressé d'annoncer de mauvaises nouvelles. Il rapporta que les monstres et les chasseurs nocturnes que les magiciens devaient rencontrer s'approchaient des murs de la ville. En entendant de telles nouvelles, le personnage principal s'inquiétait pour le maître, si tout allait bien pour elle. Ève l'a calmé et lui a dit que le Seigneur attendait qu'il dise quelque chose d'important. Il devait donc se dépêcher vers la tour. Tout le chemin était pavé de soldats morts. L'ennemi contrôlait déjà totalement le château. Le son d'une cloche a été entendu dans toute l'île, avertissant les gens du danger et de la nécessité de quitter la ville sur l'île. Salo et son copain étaient déjà arrivés chez le capitaine et attendaient les autres. Le Seigneur a décidé que le plus grand nombre possible de personnes devraient quitter Délus, car les gens ordinaires ne peuvent pas faire face aux magiciens. Cependant, certains sont prêts à rester et à protéger l'île. Après avoir couru sur place, Eva a d'abord demandé si tout allait bien avec le capitaine. Elle sourit et remercie les jeunes pour leur prompte arrivée. Elle sortit une boîte avec des lettres et commença à dire que désormais, le sort de l'île dépend d'eux. Ils doivent accomplir une tâche d'une importance primordiale. Ils doivent se rendre de toute urgence dans la capitale et remettre des lettres à Rachidel, le 3e chevalier de Kailanos. Evangelina et Gideon voulaient rester et défendre l'île. Mais cette fois, la voix forte et sévère du capitaine, affirmant qu'il n'y avait aucune garantie que quiconque sur l'île survivrait et serait en mesure de remettre la lettre, leur fit comprendre l'importance de la mission. Les chasseurs de nuit et les magiciens les poursuivront. C'est pourquoi le Seigneur a ordonné à tout le monde de se diviser en groupes et de partir de différents côtés de la jetée. Elle a strictement interdit de briser les sceaux des enveloppes, car seule leur présence pouvait prouver que les lettres provenaient bien d'elle. Ensuite, elle s'est tournée vers sa pupille bien-aimée, d'une voix douce, et s'est excusée de ne pas avoir pu tenir parole, et lui a remis l'épée. Eva s'empressa de rassurer la femme, lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, et que protéger l'île était désormais bien plus important. Le maître a enlevé la broche et l'a attachée à l'uniforme de la jeune fille. Oui, elle ne peut pas effectuer la cérémonie d'initiation maintenant, mais cette broche est le signe qu'Evangelina a gagné la reconnaissance du capitaine et est devenue chevalier. Pour la fille, tout s'est passé comme dans un rêve. Pendant ce temps,
le Seigneur prêta serment et nomma Évangeline de Luz chevalier, après quoi elle s'agenouilla, acceptant son nouveau titre. En lui tendant la main, la femme lui demanda de devenir un véritable chevalier et de sauver le monde. En quittant la tour, Ève se retourna une dernière fois. Des grondements enflammés étaient encore visibles au-dessus du château. Salo a rapporté qu'ils avaient déjà quitté les jetées sud et nord, et qu'elle et Jude prenaient possession de celle ouest. En partant, elle se tourna vers son ami, lui disant de faire attention. Le personnage principal, retenant ses larmes, a déclaré que tout irait bien et qu'il survivrait certainement. Les filles se sont embrassées et se sont promis de se voir dans la capitale. Le capitaine est resté seul. Elle a regardé les bateaux partir des quais. Et de tout mon cœur, j'espérais que ces très jeunes guerriers remettraient les lettres et pourraient rester en vie. Maintenant, elle était calme, car les gens avaient quitté l'île. Sentant la présence du magicien sur sa peau, elle dégaina son épée et l'appela. Il ne tarda pas à apparaître lorsqu'elle l'appela. En voyant un visage familier, elle fut surprise. Le magicien, sans perdre de temps et profitant de la confusion passagère de son adversaire, enfonça brusquement son épée. Ailosa a enduré courageusement la douleur d'une blessure profonde, sans émettre un bruit. Regardant à nouveau le visage familier, elle voulut l'appeler par son nom, mais il l'interrompit et se présenta avec un nouveau nom, qui ressemblait à Teille, la griffe du dragon. Appréciant l'état de la femme blessée, il a déclaré qu'il voyait un avenir dans lequel Enrique, l'œil du dragon, quitterait l'île avec une lettre scellée, mais apparemment, il était trop tard. Regardant le maître dans les yeux, il l'interrogea là où elle cachait un morceau de l'âme du dragon. Réalisant qu'il n'attendrait pas de réponse, il attrapa la femme déjà affaiblie et se demanda s'il devait la tuer ou l'épargner. Ailosa a répondu de la tuer, parce que c'est ce que font toujours les démons. Devenue encore plus furieuse, la griffe du dragon frappa le maître de toutes ses forces et lui plaqua la tête contre le sol. Observant impitoyablement Ailosa, déjà complètement affaiblie, il utilisa toute sa force et sa puissance. À ce moment-là, la vaillante femme n'avait pas peur. Elle ne se souvenait que d'Eva et de sa mère. Jour après jour passa, mais Renola ne prêta toujours pas assez d'attention à sa fille. Un autre de ces jours, Ailosa fronça les sourcils et, se tournant vers la jeune mère, lui demanda quand elle nommerait enfin la fille. Elle a pleuré et affirmé que ce n'était pas son enfant, que son enfant était mort. Le maître secoua la femme, essayant de la ramener à la raison. Elle cria fort que le jour de son retour sur l'île, Renola avait fait la promesse d'être une bonne mère. Voyant que tout était inutile, elle s'approcha de la jeune fille et la prit dans ses bras. Lord Ailos l'a nommée Évangeline de Luz. Depuis lors, Eva est devenue la personne la plus chère d'Ailosa. L'ayant fait chevalier, elle s'est tournée vers Renola pour qu'elle regarde son enfant et soit fière d'elle. Le maître a toujours considéré sa mère comme une fille courageuse et gentille. Elle se ressemble incroyablement. En mourant, le maître se tourna mentalement vers le chevalier Evangelina pour lui demander de prendre soin de l'île de Luz. En chemin, Eva a rappelé les instructions du capitaine, selon lesquelles personne dans la capitale ne devrait connaître le nom de sa vraie mère. La jeune fille ressentait toujours la gentillesse et le soutien du Seigneur, et éprouvait également des sentiments chaleureux à son égard. Et maintenant, regardant l'île en feu, elle demanda au maître de prendre soin de lui. Ils arrivèrent donc dans la ville, et pendant que les chevaliers plus âgés cherchaient où aller ensuite, Evangelina pensa qu'elle avait l'espoir de rencontrer Michael ici. À ce moment précis, un homme vêtu d'un manteau noir et d'une capuche tirée passa. Le personnage principal n'a pas eu le temps de regarder son visage, mais elle était sûre que c'était Mika. En regardant la silhouette qui s'éloignait, elle a appelé le passant, mais il n'a pas réagi et a marché de plus en plus loin. Puis elle s'est précipitée après lui en criant son nom. Elle n'a pas entendu l'appel de son partenaire Gideon, qui la regardait avec enthousiasme, ne comprenant pas ce qui se passait. Réalisant que la fille n'était pas elle-même, Eva, la plus âgée,
a dit au gars de courir après Evangelina. Lorsque l'héroïne eut presque rattrapé le passant secret, il sauta adroitement sur le mur de soutènement. Eva, ayant du mal à surmonter l'obstacle, s'est retrouvée dans un espace vide où il n'y avait personne. Elle était sûre que c'était Mick. Mais où était-il allé? Gideon, ayant finalement rattrapé la jeune fille, commença à lui demander ce qui s'était passé. C'était la première fois qu'il la voyait dans cet état, et il était inquiet. Il voulait tellement soutenir cette fille fragile, mais elle pleurait toujours, incapable de s'arrêter. Elle s'est excusée pour son éclat et a déclaré qu'en raison de son emploi du temps chargé, elle avait apparemment des hallucinations. De plus, un mentor inquiet est arrivé en courant, voulant comprendre ce que tout cela signifiait. Puis, elle est tombée, laissant tomber ses valises, et tout le monde a vu qu'elle était attaquée par un chasseur nocturne. Réalisant qu'il les poursuivait depuis l'île elle-même, les chevaliers dégainèrent leurs épées et commencèrent à se battre. Le soleil ne s'était pas encore levé. Il grossissait donc à une vitesse vertigineuse. Debout dos à dos, les chevaliers n'allaient pas abandonner. Mais ils comprirent qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance de faire face à des ennemis aussi énormes. Mais alors, comme du ciel, le chevalier de Kailanos descendit vers eux. D'un seul coup d'épée, il vainquit les chasseurs nocturnes. En regardant les jeunes qu'il venait de sauver, il se demandait qui ils étaient. Les gars ont dit qu'ils étaient des chevaliers de l'île de Lu. À son tour, le héros arrivant se présenta comme le chef du 7e détachement des chevaliers Kailanos du royaume de Kailon, aile du dragon sacré Pescalvan. Agenouilleux devant le plus haut gradé, les invités se présentèrent tour à tour. Gideon Dice et Holy Knight Evadelus. Evangelina ne savait pas qu'Ève et Gideon n'étaient pas des chevaliers ordinaires, mais au moins des chevaliers sacrés. Suivant l'exemple de ses aînés, l'héroïne s'est également agenouillée et a indiqué son nom et son statut. Chevalier de l'île de Lus, Evangelina de Lus. Pescal a précisé s'il était vrai qu'ils étaient arrivés dans la capitale en relation avec la situation sur l'île et a déclaré qu'ils étaient au courant de l'attaque de Délus et que les jeunes chevaliers étaient arrivés au nom du commandant en chef. Apprenant que la capitale était déjà au courant des événements, les filles poussèrent un soupir de soulagement, car cela signifiait que les autres pouvaient également se rendre dans la ville. Après avoir entendu leur conversation, le chevalier de Kailanos confirma que les habitants de l'île avaient été rencontrés et étaient désormais en sécurité. S'étant un peu remis de ce qui s'était passé, Gideon, regardant avec admiration le chevalier qui les avait sauvés, demanda s'il était les ailes du dragon, ce qui signifie qu'il se déplace probablement le plus rapidement. Yves réalisa seulement maintenant à quel point ils avaient de la chance que les ailes du dragon sacré les aient personnellement aidés. Mais Wayne, secouant la tête, répondit que c'était tout le contraire. Ainsi, il a beaucoup surpris les jeunes chevaliers. Ils ont demandé comment cela était possible. Laissant leurs questions sans réponse, il commença à dire qu'il était ici à cause du magicien qui se trouvait quelque part à proximité. Pascal a donc jugé bon d'emmener rapidement les invités dans un endroit plus protégé. Il leur conseilla de rester là jusqu'au retour du chevalier en charge de la situation à Delus. Le remerciant de son inquiétude, Ève lui demanda s'il connaissait le magicien qui avait attaqué l'île. Les chevaliers de Kailanos détenaient des informations sur les 5 magiciens qu'ils partageaient. Enrique, yeux du dragon démoniaque. Asmodée, flamme du dragon démoniaque. Tyloch, griffe de dragon démoniaque. Vasilissa, écaille de dragon démoniaque. Joachim, aile du dragon démoniaque. Très probablement Tyloch, les griffes du dragon démoniaque, est impliqué dans l'attaque de l'île. Mais le principal problème est Asmodée, la flamme du dragon démoniaque. Asmodée est considéré comme l'incarnation du diable lui-même. Il a le pouvoir le plus imprévisible. D'autres magiciens se déplacent avec Enrique, les yeux du dragon démoniaque. Asmodée apparaît seul. Il est capable de raser le continent. De plus, il peut même attaquer d'autres magiciens sans hésitation. Les chevaliers écoutaient et étaient sous le choc. Ils connaissaient la force de l'ennemi,
mais c'était la première fois qu'ils se rencontraient d'aussi près. Gideon a demandé pourquoi les chevaliers dragons sacrés ne pouvaient pas trouver les 2 parties restantes de l'âme démoniaque. Pascal Vane, le regret dans la voix, répondit qu'il n'était pas en leur pouvoir de savoir s'ils restaient à l'endroit où ils avaient été créés. Yves réfléchit à haute voix et suggéra que cela pourrait être dû à des personnes qui voulaient devenir magiciennes et qui avaient trouvé ces particules, mais le jeune homme ne comprenait pas ce qui pouvait motiver de telles personnes. Le chevalier s'est joint à la conversation et a dit pensivement qu'il ne s'agissait que d'un désir de devenir plus fort. Une telle convoitise conduit à un mauvais choix. Évangeline comprit qu'elle devait empêcher tout cela avant que toutes les parties de l'âme du dragon démoniaque ne se réunissent. Pascal se tourna vers ses interlocuteurs et leur dit que la lettre du maître de l'île de Luce pouvait être dangereuse, et il proposa de lui transmettre le message. Sans hésitation, Gideon sortit la lettre avec le sceau et la tendit au chevalier. Mais il ne l'a pas pris. Et, en tant qu'aîné, a conseillé à l'avenir de ne le donner à personne sauf à sœur Rachidel, à qui il était destiné. Il a parlé de la capacité de Vassilisa, les écailles d'un dragon démoniaque, à affronter le forme des autres, et si maintenant elle se trouvait devant eux sous la forme d'un chevalier, il y aurait des ennuis. Oui, le gars n'y a pas pensé, et a promis d'être plus prudent. Se levant pour partir, il ajouta que leur tâche était de conserver et de transmettre cette lettre, même au prix de leur vie. Aujourd'hui, les chevaliers ont réalisé à quel point ils étaient naïfs et inexpérimentés. L'aîné Eva a appelé ses camarades pour qu'ils se rendent au terrain d'entraînement et s'entraînent afin de ne pas perdre de temps. Mais le personnage principal était resté plongé dans ses pensées et n'a pas entendu ce que disait le mentor. Elle sursauta brusquement et courut après le chevalier, espérant l'attraper dans la rue. Avec de l'espoir dans les yeux, la jeune fille lui a demandé s'il connaissait Michael de Luce, arrivé dans la ville pour devenir chevalier. À son grand regret, Pascal n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Dans une tentative de trouver au moins un indice, elle commença à découvrir s'il connaissait alors Monsieur Gévélius, qui avait emmené Mick. Le chevalier connaissait le vice-capitaine de Morgan, mais malheureusement, il est désormais porté disparu. La fille ne s'y attendait pas du tout et a demandé depuis combien de temps il avait disparu. Cela s'est avéré il y a environ 2 ans. L'espoir déjà fragile de retrouver son ami s'est effondré. Wayne a de nouveau dit au revoir et s'est excusé de ne pas avoir pu aider. Eva Delu, voyant son homonyme seul, lui a demandé si tout allait bien. Apprenant que tout allait bien, elle a demandé à la jeune fille d'acheter des bandages, car dans la confusion, elle les avait oubliés. Évangeline a accepté avec joie, disant qu'elle était heureuse d'être utile au saint chevalier, ce qui l'a gênée, et a déclaré qu'elle n'essayait pas de cacher son rang, qu'elle n'était tout simplement pas obligée de le faire. Le personnage principal a exprimé son admiration, car elle ne peut se comparer au chevalier qui étudie dans la capitale. En promettant qu'elle le ferait rapidement, seulement aller-retour, la jeune fille a couru à la pharmacie. En chemin, elle pensait encore et encore à Michael. Il y a tellement de monde sur le continent, mais où est-il? Comment le trouver? Inaperçue, elle atteint sa destination. Juste au moment où elle s'apprêtait à entrer, elle aperçut à nouveau un passant qui ressemblait à Mick, avec une cape et une capuche noire, comme cette fois-là. L'héroïne a commencé à l'appeler à haute voix, sans prêter attention aux gens autour. L'homme a continué à s'éloigner, sans répondre à l'appel. Soudain, il sentit quelque chose, ôta sa capuche et se retourna. C'était bien Michael de Luce. Ils s'installèrent dans un café voisin. Il semblait qu'ils avaient tellement de choses à se dire. Eva regarda le gars assis en face d'elle et n'arrivait pas à croire qu'ils s'étaient rencontrés après tout. Elle l'a bombardé de questions sur ce qui se passait. Pourquoi il n'avait jamais répondu à ses nombreuses lettres et ce qui était arrivé à son compagnon. Le gars est resté calme, indifférent et silencieux, ce qui a rendu l'héroïne furieuse. Frappant le sol, il dit doucement et pensivement qu'il ne savait rien. La colère de la jeune fille ne connaissait aucune limite. Regardant celle assise en face, celle qui lui avait toujours été si chère, il lui tendit la main et lui lissa soigneusement les cheveux. À ce moment-là, quelque chose de familier et de cher apparut dans ses yeux. Se sentant gênée, Eva continua de regarder Mick,
Son accès d'émotion s'apaisa un peu. Et encore une fois, Michael détourna le regard, silencieusement et détaché, et parut comme un étranger. Evangelina a remarqué que le gars portait toujours le bracelet qu'elle lui avait offert. Après un moment de silence, Mick commença à poser des questions les unes après les autres, laissant son interlocuteur perplexe. Il a commencé par dire qu'il voulait savoir comment elle s'était retrouvée dans la capitale. Ensuite, il s'intéressait à savoir avec qui elle venait, s'il y avait un petit ami, ou peut-être qu'elle s'est mariée. Chaque question ultérieure était de plus en plus ridicule. Incapable d'écouter cela plus longtemps, elle se leva d'un bond et lui cria au visage qu'elle s'était mariée et avait donné naissance à 3 enfants. En réponse, elle a entendu des félicitations et qu'il était heureux pour elle. Eva pensait qu'elle devenait folle, que cela arrivait même à Mika. Ensuite, Michael a dit qu'il était en fuite. L'héroïne s'attendait à toute autre chose. Elle ne comprenait pas comment et pourquoi une personne aussi joyeuse, gentille et honnête pouvait s'enfuir. Sans entrer dans les détails, il a simplement évoqué une escarmouche avec d'autres chevaliers, et c'est pourquoi il les évite désormais. Evangelina était sincèrement bouleversée par cette nouvelle. Elle pensait que tout allait bien pour lui. Mick est revenu aux questions sur Yves, lui demandant à nouveau pourquoi elle était ici, et s'il était vrai qu'elle s'était mariée et avait eu des enfants. La jeune fille a ri et a admis qu'elle plaisantait. Elle allait parler de l'ordre du maître, à cause duquel elle est arrivée dans la capitale, et que l'île a été attaquée par des magiciens. Mais pensant qu'il s'inquiéterait, elle décida de tout laisser secret pour l'instant, disant qu'elle avait navigué avec une petite tâche du Seigneur. Au cours de la conversation, le temps passait si vite qu'il faisait déjà nuit. Les étoiles s'illuminaient dans le ciel, et Eva se préparait à repartir. Michael lui a demandé où elle logeait et s'est porté volontaire pour l'accompagner. La jeune fille a dit qu'ils y étaient presque et a montré la maison où elle résidait temporairement. En se séparant, elle a admis qu'elle était heureuse de se revoir, même si c'était le cas. Ce ne sont pas ces paroles que Mick a rendues. Voyant la réponse, l'heureuse héroïne a proposé de se revoir, ce à quoi elle a immédiatement reçu la réponse qu'il viendrait au même endroit ce soir-là. Le bonheur de Dorothy ne connaissait pas de limite. Restée seule, Michael a remis sa capuche et est revenu sur ses pas, lorsqu'il est accidentellement entré en collision avec l'un des chevaliers. Les jeunes se regardèrent et le chevalier dit qu'il avait confondu le gars avec un magicien noir. Le personnage principal était silencieux et ne semblait pas réagir sans parole. Quand je me suis réveillée, j'étais au même endroit, couvert de sang. L'odeur du sang. Un chevalier mort gisant sur le sol. Tout indiquait qu'il avait encore tué un homme. Entendant des pas et des voix, Mick s'est dépêché de quitter la scène du crime. Il s'est caché au détour du virage et a observé ce qui se passait. Puis il s'assit quelque part dans un coin isolé. Il regarda ses mains ensanglantées. Plus que tout, il avait peur qu'après avoir découvert son côté obscur, sa bien-aimée décide qu'il était un monstre. On ne sait pas combien de temps il serait resté assis ainsi, mais ensuite, de sa vision périphérique, il a vu se développer une cape de chevalier. En se retournant, il aperçut une fille qui passait et j'ai décidé de la suivre. Eva, assise dans la pièce, se souvient de leur rencontre fortuite avec Michael. Elle était déchirée par des sentiments contradictoires. D'un côté, elle était heureuse que son rêve de voir Mick se réalise, mais d'un autre côté, il lui semblait que ce n'était pas la même personne. L'expression de son visage avait changé. L'énergie émanant de lui était complètement différente. On frappa à la porte. C'était le professeur qui revenait du terrain d'entraînement. Elle a dit que l'équipement y était excellent, donc Eve et Gideon devraient également y aller, d'autant plus qu'ils avaient un permis spécial pour visiter, délivré par sœur Pascal. L'héroïne a convenu que c'était une bonne idée d'aller s'entraîner, qu'ils devaient tous être en forme maintenant. Eva, se moquant de la jeune fille, a déclaré qu'elle avait très judicieusement décidé de faire d'une pierre deux coups, de s'entraîner et de roucouler avec Gideon, auquel le second a commencé à prouver qu'ils entretenaient des relations amicales. Il fait déjà tard et il fait noir dehors, alors le plus âgé a conseillé au plus jeune d'aller serrer le gars dans ses bras. Sortant la lettre, le saint chevalier se demanda si tout allait bien avec leur commandant en chef. Puis elle s'est souvenue des paroles de Vanet,
dans lesquels il parlait de la capacité de Vassilisa à copier d'autres personnes, et a décidé de cacher la lettre dans sa valise. On frappa à la porte. La jeune fille l'ouvrit, décidant que c'était Eva qui avait oublié quelque chose et qui revint, avant qu'elle ait eu le temps de réaliser quoi que ce soit. L'invité inattendu lui a tiré une balle dans le ventre. Regardant le visage, elle vit Michael. Evangelina s'est entraînée dur, et le jeune homme qui l'accompagnait, la surveillant, a remarqué qu'après que la jeune fille soit devenue chevalier, sa posture avait changé, ce dont il lui avait parlé. Eva rit et a dit qu'elle n'était pas encore devenue un saint chevalier. Gideon était convaincu que dès que l'occasion se présenterait, le chevalier réussirait l'examen et recevrait le titre de saint. Soudain, l'héroïne sentit le brûler. En regardant par la fenêtre, ils ont constaté que le bâtiment dans lequel ils étaient temporairement hébergés était en feu. Se précipitant sur place, Eva a prié pour que tout le monde soit en sécurité. À leur arrivée, le bâtiment était en feu et il n'y avait aucun moyen d'entrer. Un chevalier s'approcha d'eux et leur ordonna de s'éloigner. Il s'est présenté comme étant Derek, un chevalier de la 7e escouade, et a déclaré qu'il était arrivé pour transmettre des nouvelles du maître de l'île de Lu. En entendant parler du capitaine, l'héroïne se précipita vers lui, le suppliant de lui raconter rapidement ce qui s'était passé. Baissant la tête, le jeune homme rapporta que le maître était tombé au combat avec une griffe démoniaque. Evangelina ne pouvait pas croire cette nouvelle. N'acceptant pas pleinement cette mauvaise nouvelle, elle entendit la voix de Gideon, qui se demandait où était leur partenaire, Ève. Il a dit que le chevalier sacré Eva était dans le bâtiment et qu'elle devait être sauvée. Mais Derek est devenu le messager d'une autre terrible nouvelle, selon laquelle la jeune fille avait été tuée par les flammes d'un dragon démoniaque. Il l'a manqué. Le bâtiment en feu a commencé à s'effondrer, et être là est devenu de plus en plus dangereux, et aussi inutile, car Eva n'était plus en vie. Le chevalier de la 7e division leur a dit d'aller au motel au bout de la rue et d'y reprendre leur souffle. Le personnage principal se souvient que Michael était censé venir ici. Le sang se glaça dans ses veines à la simple pensée que lui aussi avait souffert. Elle courut vers le lieu où ils avaient convenu de se retrouver. Son partenaire a essayé de l'arrêter, mais Derek lui a conseillé de laisser la fille tranquille. Elle semblait être gravement choquée. Courant au coin de la rue où elle et Mick venaient de se séparer, elle le vit assis par terre, la tête enfouie dans ses genoux. Il releva la tête lorsqu'il entendit une voix familière l'appeler par son nom. Eva s'est calmée lorsqu'elle a vu que Michael n'était pas blessé. D'une voix alarmante, elle a dit qu'un incendie faisait rage à proximité et que c'était dangereux ici. Le gars s'est précipité vers elle et l'a serrée fort dans ses bras, disant qu'il avait très peur. Evangeline ne pouvait pas comprendre ce qui la troublait le plus. Un comportement aussi inhabituel pour Mick, toujours courageux et intrépide, ou la forte odeur de sang qui émanait de lui. La jeune fille a dit que l'endroit où ils étaient restés avait brûlé à cause du magicien. Elle a demandé s'il avait été blessé et s'il avait vu ce magicien, qui est considéré comme le plus dangereux. Son nom est Flamme démoniaque. À toutes ces questions, il répétait sans cesse une seule chose, qu'il ne savait pas, qu'il ne savait rien. Eva, ne comprenant rien, commença à demander à haute voix comment il se faisait qu'il ne voyait rien et qu'il ne sache pas, n'importe quoi, ce qu'il faisait alors pendant tout ce temps. Ce à quoi il a également répondu calmement qu'il ne se souvenait de rien. Incapable de découvrir quoi que ce soit, Evangelina a déclaré que ce soir, le magicien avait tué Ève, un chevalier envoyé en voyage d'affaires sur leur île. Elle se rappelait comment la jeune fille l'aidait toujours pour qu'elle puisse devenir chevalier. Elle s'est levée et a dit qu'elle était très fatiguée et qu'elle devrait aller se reposer, demandant si Mick pouvait venir ici demain après-midi, et ayant reçu sa réponse affirmative, elle est allée dans sa chambre. Diverses pensées lui sont venues à propos de son bien-aimé, mais elle voulait croire que quelqu'un qui ressemble à Angel Michael ne peut pas commettre d'actes terribles. Le jeune homme voulait qu'Eva le croie, car en réalité, il ne se souvient de rien. Nous découvrirons dans la partie suivante si des cœurs aimants peuvent être ensemble ou s'ils sont destinés à devenir des adversaires et à se battre les uns contre les autres.